Par formation, je trouve que c'est intéressant aussi de savoir résoudre des conflits à l'échelle personnelle et savoir comment dans sa tête résoudre les conflits. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il nous arrive des choses comme ça de l'extérieur, soudaines, comme ça arrive depuis 2 ans, soit nous sommes totalement sidérés, soit nous recevons comme un coup de poing en pleine figure. Hein. C'est la surprise, c'est l'imprévu. Et dans ce cas-là, il est assez difficile de retrouver son équilibre parce que nous sommes désemparés, nous sommes sans solution. Et donc, généralement, la tendance, c'est un peu d'être pendu à la télévision, ce qui est tout à fait la chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, les informations se multiplient, se succèdent et sont des informations basées sur la peur, la terreur, l'impuissance. Hein. Chaque fois, on nous dit, bon, on n'y peut rien, c'est en dehors de notre pouvoir, on se demande ce qui va arriver, etc. Bref, on entretient la peur, on entretient l'illusion de choses qui nous dépassent, alors que ce sont de toute façon des affaires humaines, hein, au final. Alors, Isabelle Filiosa, qui est une psychothérapeute, une psychologue, qui a beaucoup travaillé sur les valeurs et qui aussi a beaucoup travaillé dans le domaine des conflits de l'adolescence. Elle s'est beaucoup intéressée à comment aider l'adolescent à se développer et à développer des relations harmonieuses avec les adultes notamment. Donc, elle a écrit pas mal de bouquins là-dessus. Et il y a une des choses qu'elle disait que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Elle disait la peur, c'est lorsque on a une perception d'un danger sans pour autant avoir les ressources pour y faire face. Donc, la peur, c'est naître de la perception d'un danger sans avoir les ressources pour y faire face. Parce que quand on a les ressources, ben, on n'a pas de problème, on y va. Donc, cette peur qui évoque le danger sans ressources, eh bien, les ressources dont il est question, elles sont de 3 sortes. C'est l'information d'abord. Qu'est-ce qui se passe réellement en dehors de ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? De quoi il est question? Le deuxième élément d'information à posséder, c'est qu'en est-il de ma sécurité? Pour la peur, c'est avant tout ma sécurité. Qu'est-ce qu'il en est? Comment puis-je trouver ma sécurité? Et ma sécurité ne va-t-elle pas se trouver durablement en jeu? Donc, c'est un élément d'angoisse terrible. Et puis, le troisième élément, ai-je les capacités pour y faire face? Alors, bien sûr, quand il s'agit d'une situation internationale, il faut relativiser, hein. Mais on va justement examiner les ressources que nous avons pour traiter au mieux toutes ces peurs nées des conflits qui surgissent de tous les côtés. Alors, la ressource numéro 1 serait déjà de full stop, comme on dit en anglais. On s'arrête, point final. OK, il y a des infos, ça surgit de tous les côtés, c'est l'angoisse, on n'y comprend plus rien, on arrête. On arrête de développer des pensées, de les multiplier, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, qui est impliqué, c'est la faute à qui, etc. etc. Fini. L'avantage, ça nous donne la ressource du silence. Et le silence, c'est quelque chose qui peut générer des attitudes, des bonnes réponses. Et puis ce silence, c'est aussi un silence émotionnel. Ça va nous obliger à calmer l'esprit. Au lieu de renchérir, on va calmer l'esprit. Et vous savez que toutes les pensées sont liées à des émotions. Donc moi, j'ai de pensées qui se bousculent dans mon esprit. Moi, j'aurai d'émotions. Et moi, je vais réagir par l'émotion. Or, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on nous fait réagir par l'émotion. Les gens ne réfléchissent plus, ils n'analysent plus, ils réagissent immédiatement par les réseaux sociaux, ceci, à tort, blabla, on accumule les conflits, on en rajoute, etc. Donc là, il est vital de savoir faire silence. Ça, c'est une première ressource. Ça demande un petit peu de pouvoir intérieur quand même, parce que la tendance, effectivement, c'est de
comment dire, de commenter, de gloser, de se poser des questions. C'est une ressource fondamentale. La deuxième ressource serait de prendre en compte la loi de la complexité, qui est une autre façon de parler de la loi du karma. La loi de la complexité, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'est simple dans le monde actuel, que tous les conflits naissent pas comme ça du jour au lendemain, et que résumer une situation à se dire il y a un méchant, il y a un bien, c'est un petit peu trop sommaire, que ça se passe pas vraiment comme ça. Et que la loi de la complexité, c'est une interaction, une imbrication d'une action de l'un qui a provoqué une réaction de l'autre, des intérêts de l'un qui s'opposent aux intérêts de l'autre, des tentatives de solutions qui n'en sont pas et qui, à moyen ou à long terme, provoquent des dégâts encore plus graves. Et c'est complètement intriqué, imbriqué. Et donc, ce n'est pas nous, à un niveau personnel, qui allons trouver des solutions, c'est clair. Mais au moins comprendre que ce n'est pas simple et comprendre que c'est une loi spirituelle qui s'applique, à savoir la loi du karma. Donc, c'est, j'allais dire, leur affaire, mais c'est aussi notre affaire. Parce que quelque part, dans le monde international, on appartient tous à une partie ou à une autre. Et culturellement, on navigue rarement en haut du champ de bataille. Hein. On a quelque part des intérêts culturels, des intérêts habituels, des attachements à une culture, à une civilisation qui font qu'on n'a pas envie de perdre ça. Donc ça, c'est très humain. Hein. Mais savoir que c'est là, ça évite de prendre parti et ça évite d'en rajouter, quoi. Et dans cet esprit-là, c'est comme ça qu'a été créée la commission Vérité et Conciliation d'Afrique du Sud, qui visait à sortir des combats interraciaux par justement un dialogue, une écoute, et par le pardon mutuel et l'effacement des erreurs et des violences des uns et des autres, et des réactions des uns et des autres. Donc, on voit que là, il y avait une volonté de sortir de l'émotion, de l'échauffement, pour poser les choses sur la table. Poser les choses sur la table, ça veut dire qu'on arrive à ce que l'intellect voit clair et qu'on ait envie de sortir du conflit, de trouver une solution qui agrée à tous pour démarrer sur d'autres bases. Et d'ailleurs, le but de cette commission, c'était d'éliciter, donc de dire, les deux parties devaient dire quels étaient leurs ressentiments et leur vision de ce qui leur était arrivé. Ensuite, de pardonner. Et c'est plus facile de pardonner quand chacun s'est exprimé sincèrement et spontanément, pour ensuite oublier, effacer. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement sur le ressassement des problèmes, des ressentiments, etc. Parce que plus on les ressasse, plus ils s'ancrent en nous, ça devient une personnalité, ça devient notre champ de vision exclusif. Et l'autre n'est vu que comme le représentant de l'offense qui nous a été faite. Et ça devient impossible de vivre ensemble dès lors. Or, en Afrique du Sud, il fallait bien à un moment donné que les Blancs et les Noirs vivent ensemble, sans s'affronter et sans que l'une des parties soit systématiquement opprimée. Et donc, c'est très difficile de sortir de ça. Ils ont trouvé une solution en posant sur la table les choses et en acceptant d'écouter l'autre partie. Ça résultait quand même d'une volonté politique qui n'est pas toujours à l'œuvre. Parfois, la volonté politique, c'est d'envenimer le combat, les conflits, au contraire. Donc, on ne doit pas s'en mêler. Mais savoir que de l'intrication, on ne sort qu'avec un peu de clarification et par une volonté de sortir des entremêlements. Alors, on va voir comment on peut sortir des entremêlements, justement en prenant de la hauteur. Alors, voilà une deuxième ressource qui est donc de se rendre compte que les choses ne sont pas simples et que tout est entremêlé et que tout le monde a tort et raison quelque part. Et que nous, on est l'issue de siècles de choses fausses et de désirs et de contre-désirs, etc., etc. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors pour l'Afrique du Sud, ça a été d'instaurer une justice restaurative, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
un conflit ayant entraîné beaucoup de maux, MAUX, et de mots d'ailleurs, pour les deux parties, hormis le fait de dialoguer ensemble, il a été utile de restaurer une forme d'égalité pour que le conflit puisse ne pas se reproduire. Et c'est aussi ce que certaines parties africaines, certaines civilisations africaines ont cultivé comme sous la forme de Ubuntu. Ubuntu, c'est une pensée qui consiste à dire que dans une société, je ne peux pas, moi, exister sans toi. On est tous solidaires, nos intérêts sont imbriqués. Et donc, ils pratiquent là-bas une justice restaurative, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un a volé la vache du voisin, eh bien, on ne va pas le punir, on ne va pas lui infliger une sanction qui va le désigner comme coupable, mais on va lui imposer la restauration de l'ordre qu'il a défait. Et en l'occurrence, il devra travailler jusqu'à ce qu'il ait payé le prix de la vache. Très concret. Mais du coup, ça instaure le sens de la responsabilité. Ok, j'ai volé, eh bien, je restitue le prix de ce que j'ai volé. Et en même temps, on voit que c'est vraiment une punition parce qu'il faut travailler vraiment pour restaurer. À ce moment-là, on ne peut plus faire ce que l'on veut. Mais du coup, ça n'humilie pas la personne qui a volé, ça la restaure dans sa dignité et ça rétablit aussi la personne lésée dans sa dignité. Son droit lésé a été reconnu et sera compensé. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est une solution très pacifiste et humaine en réalité. Et c'est pour ça que dans certains pays d'Afrique, on accepte assez mal les condamnations des tribunaux internationaux parce que la justice à l'occidentale, ou la justice telle que se répand partout, c'est un mal succède d'une punition. En gros, un mal suscite 3 coups de bâton ou 3 ans d'emprisonnement, ou tant d'euros d'amende ou de dollars d'amende. Mais c'est toujours punitif. Et en fait, au départ, ce qui était voulu dans les peines de prison, c'était aider les personnes à se transformer, à changer, pour qu'elles réintègrent la société en ayant transformé quelque chose en elles. Donc, pour permettre à la société de fonctionner sur des bonnes bases, des bases assainies. Mais cette justice qui assène une punition, elle est très mal perçue dans certains pays parce que justement, elle ne tient pas compte des coutumes locales qui avaient trouvé des modus vivendi pour restaurer, pour sortir des conflits et restaurer une paix sociale, une paix communautaire. Justement, en instaurant une justice redistributive. Qui donc, elle était connue, hein, le vol d'une vache, c'était ça. Après, il y avait d'autres peines qui étaient assorties à tout ce qui avait été de fait de faux, quoi. Mais donc, on maintient l'humanité des personnes. Ça, vous... Exactement, tu as raison. Donc, en fait, les travaux d'intérêt général dans nos sociétés occidentales, et notamment en France, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe encore vraiment. Si. Le problème est que ça se fait pour des petites peines en général. C'est ça. Mais les peines beaucoup plus importantes où il y a une grosse amende à payer, forcément, la personne qui est emprisonnée ne peut pas payer. Donc, qui est-ce qui paye? C'est la société qui paye à la victime en attendant que la personne qui a fait le mal puisse se rembourser, mais ce n'est pas souvent fait. C'est ça. Ce n'est pas toujours fait. C'est ça. Et on n'est pas là dans ce processus de réparation, ce qui est regrettable. Si ces personnes-là pouvaient travailler en prison et que le pécule puisse être l'objet d'un remboursement, ce serait beaucoup plus équitable. C'est ça. Mais on n'est pas allé jusque-là. C'est ça. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si on a entendu, Elisabeth. Oui. Donc, le travail restaurer l'intérêt général, effectivement, c'est la solution qu'on a trouvée, nous.
Et l'intérêt général, par des travaux d'intérêt général, ça ne restitue rien à la personne lésée, mais ça fait comprendre à la personne qui a commis le forfait, le méfait, de comprendre qu'elle a lésé quelque part, elle a lésé la société et de lui faire réparer. Parce que c'est une vraie peine de réparer en réalité, quand on y regarde bien. C'est travailler sans argent, ça ne nous profite pas à nous, c'est un travail à perte, si je puis dire, mais juste pour réparer le désordre. Donc c'est c'est pédagogiquement très intéressant. Voilà, ce sont des solutions qu'on a trouvées, qui sont des solutions humaines, hein, mais bon, aucune solution n'est mauvaise dès l'instant où on restaure l'ordre. Et où on fait comprendre aussi à chacun comment se détruit l'ordre social et l'ordre général. Parce que le karma, c'est pas seulement je donne un coup, je récupère un coup, c'est d'une manière générale, chacune de mes pensées, chacun de mes actes contribue ou détruit l'ordre général, l'ordre des choses. Puisque pour les Indiens, par exemple, il y a la notion de dharma, qui est l'ordre primordial. Le dharma, c'est l'ordre du cosmos en général, de la planète, de la Terre, et l'ordre qui existe entre les individus. Donc, on appartient chacun à des entités de plus en plus importantes, et tout ce que l'on fait peut nuire à son voisin, mais nuire aussi à une société et nuire à la planète. Bon, avec l'écologie, on a tout à fait conscience de ces données-là, hein. Mais c'est bien d'en prendre conscience chaque fois qu'on agit de travers. Et malheureusement, c'est de moins en moins pris en compte chez nous, ça. Parce qu'on n'a plus les moyens, les prisons sont débordées, on a perdu de vue le but de la prison, en fait, qui était de faire se transformer la personne. Maintenant, on incarcère et on dit être privé de liberté pendant 3 ans ou 10 ans, ça vaut une peine suffisante. Ben, il s'avère que non, pas du tout. Voilà. Bon. Donc ça, c'était les conflits dans leur version la plus extrême et la plus aboutie, si je puis dire. Alors maintenant, on va prendre ça sur un plan plus spirituel et voir qu'on a donc vu la première ressource qui était le silence, la non-réaction pour éviter les émotions. La deuxième ressource qui était de prendre en compte les lois de la complexité et du karma pour peser les choses et pour éviter de prendre parti, pour rester à distance. La troisième ressource, ce serait l'intellect, la capacité d'intelligence que nous possédons tous, mais pas l'intelligence analytique, discursive de celui qui est le plus intelligent de tous. Non, c'est une faculté de jugement subtil que possède l'âme. Et là, l'intellect, donc c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas je juge comme ça. L'idéal pour régler les conflits, c'est un intellect agile et stable. Alors, l'intellect, il est agile justement parce que c'est une faculté subtile de l'âme. C'est pas juste la capacité de raisonner comme on l'a appris à l'école avec une logique scientifique, A égale B, égale C égale D, etc. Et un logiciel qui traite les choses. C'est pas du tout une capacité de logiciel. L'intellect subtil, c'est un intellect qui est capable de s'élever au-dessus des choses, de descendre en même temps au fond des causes qui ont créé le conflit, donc éventuellement d'examiner les défauts de l'âme qui l'ont poussé à commettre tel et tel acte, de voir la situation en présence, la ressource numéro 2 que l'on a vue, et puis d'aller dans le passé, d'aller dans le futur. Donc c'est une extrême agilité de l'intellect. Pourquoi? Parce que c'est une faculté subtile qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas de l'ordre, ça ne se passe pas dans le cerveau. L'âme, elle n'est pas dans le cerveau, l'âme, elle dirige le cerveau. Et donc, cette faculté subtile, elle peut se déplacer agilement sur le terrain du conflit pour voir ce qu'il en est. Et on pourrait à ce moment-là quasiment dire que, encore une fois, non pas si on veut se dire ben, je suis subtil, je suis au-delà des choses et je laisse filer les choses et tout se résoudra tout seul, mais si on veut aussi se montrer un peu intelligent dans la vie courante et comprendre ce qui se passe, ce qui personnellement est aussi mon point de vue, j'aime bien comprendre ce qui se passe, ne serait-ce que pour pas en être affecté et peut-être
peut-être influer aussi sur ce qui se passe à ma manière, à ma mesure. Donc, cet intellect agile, il faudrait qu'il puisse en fait agir à peu près comme ce que ne font plus les journalistes d'investigation, c'est-à-dire aller voir du côté des deux parties en conflit. Voilà ce qui se passe sur ce terrain-là, voilà les forces en présence. Et pourquoi le conflit est né à ce moment-là? Parce que depuis des années, des siècles, leurs droits sont anéantis, les populations, voilà ce qu'elles en pensent, voilà ce que les gouvernements font. Donc, les forces et présences, les vices et vertus de chacune des parties du coin. Et puis, aller voir dans l'autre camp adverse, qu'est-ce qui se passe? Même chose. Les vices et vertus, les traités non respectés, l'historique du conflit, comment à des moments ça s'est rencontré, ça s'est résolu, et puis une des parties n'a pas respecté son traité. Donc, il y a une certaine patience de la partie adverse pour un certain temps, mais pendant ce temps-là, peut-être qu'elle renforce ses capacités d'armement, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle dira « La patience, ça suffit, maintenant, vous n'avez pas respecté vos traités, allons-y, je vous envahis. » Voilà, des choses comme ça. Donc, un journaliste d'investigation, l'intellect peut investiguer, il peut faire ce travail d'aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement. Ça permet ça de juger des forces en présence et de ce qui se passe. Et encore une fois, de ne pas prendre parti, j'allais dire bêtement, en disant il y a le méchant et il y a le gentil. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, le gentil, le bon, c'est celui qui pense comme moi. Hein. Puis le mauvais, le méchant, bah, c'est l'autre, par définition. Donc, et comme l'autre pense de la même façon, bah, c'est moi le méchant pour l'autre. Enfin bref, on n'en sort pas. Et c'est un peu des histoires de polichinelle, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut du discernement. Et l'intellect, sa capacité première, c'est le discernement. Discerner le juste du faux. Donc, la nuance entre le bon et le méchant, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Juste au sens de, pas l'injustice, mais right or wrong, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qu'on dit qui s'est passé qui était faux. Ce qui est applicable aussi à mon comportement à moi. Hein. Donc, il juge vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Et là, du coup, l'émotion, elle n'est plus du tout d'actualité. Et là, vous voyez aussi que l'esprit, il n'est pas assailli d'informations. Au contraire, il va chercher une information, il la resitue dans son contexte pour lui donner son importance réelle et l'intérêt qu'il y a à prendre telle information en compte ou pas. Donc, c'est une capacité, j'allais dire, de raison, d'intellect froid. Ça permet vraiment de ne pas être affecté, de garder la tête froide. Et dans nos conflits interpersonnels, c'est ça qui va jouer aussi. Hein. Quand on est un médiateur, c'est ça qui fait. Un négociateur, un diplomate, c'est ça qui fait ou qui faisait autrefois. C'est-à-dire, en période où un conflit violent risque d'éclater, on met les deux parties en présence, on les fait dialoguer, on écoute les revendications de l'un, les revendications de l'autre, et on voit comment les deux peuvent matcher pour arriver à une solution qui convienne aux deux parties. Donc là, c'est vraiment un intellect très clair, très, comment dire, objectif qui doit prévaloir. Un intellect agile. Et l'intellect doit être stable aussi. Agile et stable, ce sont les deux fonctions de l'intellect. Alors, comment peut-on rester stable? Comment l'intellect peut être stable? Eh bien, justement, une analogie que j'aime bien, c'est la raquette de tennis. Pour ceux qui ont fait du tennis, moi j'en ai fait un tout petit peu, après je trouvais ça trop fatigant, j'ai arrêté. Mais une raquette de tennis, elle a une trame, elle a une trame de fil, ouais. Et cette trame, elle doit être assez serrée. Assez serrée pour ne pas laisser, ça revient à l'histoire des masques, hein, assez serrée pour que la balle de tennis, qui est quand même assez grosse, ne passe pas au travers. Mais parfois, quand les fils sont un petit peu relâchés ou beaucoup relâchés, ou quand la balle de tennis devient un obus, comme ce qu'on vient d'avoir récemment, l'obus de la formation, là, ça percute la trame de la raquette et ça fait un trou. Hein, l'obus de certaines informations récentes, là, on avait un intellect qui fonctionnait bien, tranquille, tout se passait bien, puis d'un coup, on est dans une guerre, là,
et ça percute, ça fait un trou dans la raquette de tennis. Et là, l'intellect, il est HS, il ne peut plus fonctionner. Parce que l'intellect, c'est la raquette de tennis qui peut renvoyer la balle et surtout éviter que l'âme soit trop affectée et renvoyer la balle là où elle doit être envoyée, éventuellement hors du terrain, si on ne veut pas que le conflit s'envenime. Ou alors, si quelqu'un nous accuse de quelque chose, on peut renvoyer la balle en disant « Hey, oh, peut-être que tu peux regarder ce que tu as fait ou voyons ce que j'ai fait moi », mais la raquette de tennis qui évite de prendre de plein fouet des informations. Et puis, un deuxième élément intéressant, c'est quand on regarde la roue des pouvoirs, vous savez, il y a deux pouvoirs qui sont en interaction, qui se font face. Ah, il y a la petite musique. C'est 6 heures. Ah, 6 heures. À 6 heures, Ah, d'accord. Ah, ok. D'accord, je suis un petit peu en retard alors. C'est jusqu'à 6h15 plutôt, non? 6h15. 6h15, c'est plutôt 6h15. C'est pas grave. La minute d'arrêt, c'est déjà avec un jour et là. D'accord. Oui, sur contrôle. D'accord. Le problème, c'est que j'avais arrêté mon téléphone et que la musique marche toujours à l'heure. Ok. Ah bon? C'est pas grave. Justement, une des avantages de l'intellect stable, c'est donc la capacité de se servir justement de ce pouvoir du silence dont on parlait au début, le pouvoir du silence, qui va nous aider justement à discerner ce qu'il en est. Donc, cette capacité de discernement, et ton point revenait à fond, donc normalement, on ne s'affole pas en se disant « c'est quoi cette musique ?» On fait silence et ça permet de discerner avant de juger. Et ça, c'est très important. Juger, c'est une capacité de l'intellect, mais qui doit intervenir après la capacité de discernement. Ce qu'on ne fait plus à l'heure actuelle parce que on parle, on s'affole sur les réseaux sociaux, on est dans l'émotion, dans la réactivité, on ne discerne plus et donc on juge de travers. Donc, un intellect stable, ça va l'aider, ce pouvoir de discernement, pour rester froid et objectif dans les situations. Et puis, un troisième avantage de l'intellect stable, ce sera peut-être en miroir, de voir ce que me renvoie la situation. Si un tel en face de moi, là on est dans les situations personnelles, si quelqu'un en face de moi me renvoie quelque chose de désagréable, il est peut-être intéressant que je vois ce que moi j'ai envoyé ou que ce qui me renvoie me fait mal parce que, ouf, j'ai peut-être ça en moi aussi. Vous voyez? Donc on voit toutes ces facultés de l'intellect qui permettent de ne pas rentrer dans le conflit et de rester à part, de rester dissocié. La dissociation, c'est justement une attitude et une aptitude extrêmement importante. Dans un conflit, il faut rester dissocié. Dès l'instant où on est associé, on est dans l'émotion, on est dans la peur, on est dans l'impuissance. Donc la dissociation, c'est l'intellect qui l'y autorise. Alors après, donc la troisième ressource, un intellect agile et un intellect stable. Et la quatrième ressource, eh bien, c'était le titre de la conférence, le drone de l'intellect. Le drone de l'intellect. Le drone, c'est ce petit instrument qui survole les situations, qui voit tout, qui voit exactement les forces en présence, les parties, qu'est-ce qui se passe, et totalement impartial, mais il voit tout. Il a une vue d'ensemble. Et éventuellement, il a la capacité de voir les zones de liberté qui restent, les zones d'échappatoire et les solutions, les forces en présence, les solutions. Et ça, c'est l'intellect c'est la conscience en fait. La conscience spirituelle fait que on va pouvoir dépasser les capacités de l'homme, de l'humain, qui sont tout ce qu'on a dit précédemment, et la conscience d'être avant tout un être spirituel va nous permettre d'adopter une attitude plus élevée et de voir qu'est-ce qui va permettre de sortir d'une situation, mais par le haut,
même plus par la négociation, même plus par la restauration ou la compensation, mais par le haut. Qu'est-ce qui unit les parties en présence par le haut? Eh bien, ce sera toujours la force spirituelle, le fait de savoir que chacun est une âme, que chacun est un être spirituel, et que tous les conflits naissent en fait de l'identification au corps, aux volontés du corps, aux peurs du corps, etc., du corps et de l'identité corporelle, nationale, etc., etc. Et donc, aller chercher par le haut la solution. Et ça, il faut le faire aussi au niveau individuel. Toutes mes petites identités physiques, culturelles, nationales, etc., c'est plein de petites identités qu'on a multipliées en nous. Et il est intéressant, quand on a peur ou quand quelque chose ne marche pas, d'aller faire dialoguer deux identités entre elles pour voir qu'est-ce qui peut les unir par le haut. Par exemple, si j'ai peur de telle et telle chose et si je me sens agressée par quelqu'un, j'ai peur, je suis agressée, qu'est-ce qui pourrait résoudre ce conflit et cette sidération et cette peur? Ce sera peut-être d'aller, de savoir que moi, j'ai besoin de la paix et donc comment aller trouver la paix en moi. Et là, c'est le soi spirituel qui va trouver la solution que l'on peut fournir à mon identité corporelle, humaine, mon identité, tout ce qui est en jeu, quoi, culturelle, nationale, etc. Vous voyez? C'est le soi spirituel qui va trouver la solution globale et commune et la plus élevée, justement. Donc, on va encore au-delà de ce que disait, toujours pour reprendre Isabelle Filiosa, c'était un truc assez chouette, une formule super qu'elle a trouvée, c'est le titre de son bouquin, c'était parler pour que les adolescents écoutent, mais aussi écouter pour que les adolescents parlent. Écouter pour que les adolescents parlent. Et donc, quand moi, je suis en conflit entre mes différents moi, petits moi, je peux écouter chaque moi qui est une forme de l'ego, mais l'ego veut juste se préserver, il veut préserver sa sécurité. Donc, pourquoi là, j'ai peur? Pourquoi là, je suis agressif? Je vais écouter ce petit moi, écouter ce qu'il me dit. Et puis, je vais écouter l'autre petit moi aussi et le faire parler. Si je l'écoute vraiment, il va me parler. Je vais savoir ce qui est en jeu. Et à partir de là, les deux auront parlé. On en revient un petit peu au début, ce qu'on disait, faire parler les deux parties. Eh bien, je vais pouvoir apaiser ces parties en conflit qui ont peur et trouver un apaisement par le haut. Me souvenir que je suis un être spirituel qui peut surmonter tout ça et le dépasser. Vous voyez? Et donc, ça, ce sera ce qu'on appelle aussi ici l'intellect divin, c'est-à-dire la capacité à voir les choses de haut et à les régler par le haut et à les régler sur le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est toujours quelque chose qui apporte un plus et un mieux à une situation de conflit. C'est donc toujours préférable aux étapes qu'on a vues précédemment, qui sont parfois des étapes nécessaires quand on traite avec des gens qui ne sont pas nécessairement sur le plan spirituel. Professionnellement, on peut aussi avoir à régler des conflits dans la famille aussi. On ne va pas toujours leur dire « t'es une âme ». Il faut peut-être régler les conflits, mais sachant qu'au fin des fins, eh bien, c'est la conscience spirituelle qui va trouver une solution, même locale, même temporelle, aux situations. Et quitte à être spirituel, eh bien, on peut aller encore au-delà de l'intellect divin et subtil et envoyer à tout cela, quand on a trouvé des solutions et agencé les choses au mieux, eh bien, envoyer tous les bons souhaits pour que tout ça se résolve, c'est-à-dire considérer les êtres avec respect, avec amour, etc., pour susciter chez eux aussi les mêmes sentiments de bienveillance et d'écoute qui vont permettre ensemble de résoudre le conflit. Parce que dans la vie, je ne suis pas toujours le médiateur ni le négociateur. Les autres peuvent trouver la solution par eux-mêmes aussi, si tant est qu'on leur permet d'aller au-delà du conflit en présence. Voilà.
Je sais pas si... D'aller au-delà de la réflexion? Oui. À ce moment-là, il est possible d'envoyer des bons souhaits. Oui. Parce que nous avons nommé, si l'interlocuteur, si le niveau n'est pas assez élevé, je veux dire, les bons souhaits, oui. Ça ne sert à rien. C'est ça. Oui, tout à fait. Ah bon, il sert quand même avec quelque chose, mais bon, oui. Ça ne va pas son but. C'est ça, tant qu'il y a une intrication de conflit et qu'on se sent mal et qu'il y a de la colère, les bons souhaits ne résoudront pas forcément la situation. Donc, c'est intéressant de savoir que le conflit se résout par le haut, mais c'est parfois nécessaire de commencer par le bas. Et c'est une façon de respecter l'autre, de lui dire, mais attends, il y a un truc là, et de respecter le petit soi en soi qui revendique, là, qui dresse la tête. L'ego, ce n'est pas forcément dire, écrase-toi, je suis supérieur à toi, tais-toi, non. On a accumulé des traumas, on a accumulé des peines, et donc le petit ego qui redresse la tête, là, ben, comme l'ado, c'est intéressant de lui dire, c'est quoi ton problème? Dis-moi, raconte-moi ce que tu vis. Mais ce n'est pas pour se perpétuer dans ce niveau-là, c'est juste pour écouter quel est le problème. Donc, y trouver une solution. Et il faut le faire avec un sentiment de bienveillance. Oui, bien sûr, oui. Parce que dans cette écoute, si je sens que je suis bienveillante et que l'autre est bienveillante, alors ça va apaiser la relation. Voilà, c'est l'idée. Et la bienveillance, c'est aussi quand je veux vraiment résoudre le conflit, au mieux, bah, automatiquement, ça crée de la bienveillance. Mais c'est vrai que si je le vis au niveau du cœur, mais pas au niveau de mon mental, ça voilà. va fonctionner parce que la vibration va se propager. C'est ça. C'est ça aussi. Sentir immédiatement et va lâcher. C'est vrai. Ouais. La bienveillance. Ça peut, malgré tout, résoudre des conflits, même quand on est en conflit. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend de quel conflit il s'agit, son intériorité, voilà. Mais effectivement, la bienveillance, oui. On est vraiment bienveillant face à oui. C'est ça. Revenir à ça, ça permet vraiment ce travail sur soi et puis ça permet de véhiculer cette vibration à l'autre. Et la bienveillance, l'étymologie, c'est vouloir le bien. Vouloir le bien de l'autre et vouloir... Voilà. Le bénéfice est aussi chez soi. Voilà. Et vouloir tirer du bien de la situation. Personnellement, je ne partage pas tout à fait cet avis. Simplement, disons que le fait de se sentir écouté, sans avoir apporté de solution, simplement un silence, que l'autre se sente écouté. À partir de là, il est entendu dans sa difficulté et il peut lui-même, d'ailleurs, il trouve souvent lui-même la solution. Oui, absolument. C'est pour ça que, bon, j'aime bien ce mot, bienveillance, mais je ne sais pas ce qu'on met derrière, si c'est comme une intention de vouloir régler les problèmes soi-même, alors là, c'est à côté de la plaque. Excusez-moi, je vous dis cela. Non, mais je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on veut régler les problèmes soi-même. Oui. On attire à soi oui. la... Oui. Non, mais voilà. On attire à soi la... Mais les deux sont compatibles et sont complémentaires. C'est-à-dire que mon propos, c'était de dire qu'il n'y a pas que la solution spirituelle, mais il y a aussi la solution pragmatique qui a été trouvée au cours des siècles et dans l'interconnexion des gens. Et que les deux sont souvent nécessaires et complémentaires. Parce que dire « Ah, je te veux du bien, je suis complémentaire », l'autre peut se dire « La barbe, ce n'est pas mon problème. J'ai vraiment été lésée, je veux vraiment que l'autre entende vraiment que j'ai été lésée. » Et le fait de le dire et de l'entendre, bah, c'est vrai que ça suffit souvent. De même que chaque difficulté, souvent, de l'expliciter. Moi, je sais quand j'avais même sans parler de conflit, quand j'avais une difficulté à mon travail, que j'avais un truc complètement intriqué, imbriqué, et que je ne savais pas comment m'en sortir de cette situation, j'allais trouver mon supérieur, je lui expliquais la situation, et au fur et à mesure que je l'expliquais, c'est moi qui concluais, la solution m'était évidente. Parce que je lui expliquais clairement le conflit, le problème. Il y a ça, voilà les données, ceci, cela, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, voilà le site de Dana. Et au fur et à mesure que je lui expliquais, avec toute la clarté, la solution arrivait. Et il me disait, oui, c'est ça. Mais il fallait que je l'expose. Donc, si on n'a pas assez de temps pour soi, pour se le dire à soi, souvent le fait de l'exprimer avec des mots, et pas seulement des sentiments, fait qu'on va être beaucoup plus précis.
Parce que l'intellect peut être précis et peut être puissant aussi. Mettre un mot, c'est puissant. Ok, je t'ai blessé parce que je t'ai dit ça et que, que ton sentiment, c'est que cette partie-là, il ne faut pas y toucher parce qu'elle a été blessée. Ben, pardonne-moi, j'y ai touché parce que je ne savais pas. Mais c'est cette partie-là que j'ai blessée. Ce n'est pas en général, toi, tu es super compliqué que je t'ai blessé. Non, non. Tu as une blessure, chacun des blessures. J'ai tapé dedans, je suis désolée. Puis inversement, oui, je suis désolée, donc je peux faire des excuses, dire je suis désolée. Et puis se dire aussi pour soi, quand on est blessé, c'est pas l'autre qui a tort, c'est peut-être que j'ai cette partie-là très faible chez moi, très susceptible, très traumatique. Je peux peut-être m'atteler à la guérir aussi, en m'appliquant la bienveillance et en voyant quel est le problème chez moi aussi. Donc c'est le côté effet miroir. Donc voilà, le conflit, c'est pas un truc simple à résoudre. C'est à de multiples dimensions. Et si chacun faisait l'effort de le résoudre, on n'en arriverait pas où on en est actuellement. Mais c'était une invitation à résoudre tous nos petits conflits locaux et personnels, interpersonnels, avec toutes nos ressources. Donc, la peur, pour revenir à la première définition, la peur naît du danger qui fait penser que l'on n'a pas la capacité de résoudre, donc pas l'information. Donc, on a vu comment chercher l'information, pas la sécurité, que si on comprend ce qui se passe, on a davantage de sécurité pour le résoudre tranquillement et paisiblement, et qu'on n'a pas les capacités. Et si vraiment j'explore la situation sur le terrain, je vais trouver la capacité de dépasser le conflit, de trouver une solution, nécessairement. Et la capacité ne sera pas forcément au ras des pâquerettes et au ras du terrain, mais peut-être dans la situation du drone de la conscience, c'est-à-dire en plaçant au-dessus de la mêlée, au-dessus de la mêlée et au-delà. Voilà le message. Ben, si on peut peut-être s'arrêter là alors. Ça m'a vous aider. Des remarques ou questions? Pour compléter ce que tu dis tout à l'heure, la bienveillance peut-être à l'égard de soi. Bien, c'est à l'égard de soi, oui. Oui. Donc, fait que peut admettre qu'il y a une erreur aussi. Oui. Nous pouvons émettre aussi une erreur qui peut entrer et en faire réagir l'autre et ne pas permettre effectivement donc l'épanchement de la souffrance de l'autre. C'est ça. C'est ça, c'est pas s'accuser soi, pas devenir se culpabiliser, mais être bienveillant vis-à-vis de soi, parce que peut-être qu'on n'a pas su faire, qu'on s'y est mal pris, mais voilà, le reconnaître et que ça a provoqué chez l'autre telle et telle chose. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour conclure, on va se donner, après on aura un petit quart d'heure avant de commencer la méditation internationale, on peut se donner 1 minute de silence bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la situation pour tout le monde dans le monde et vis-à-vis de nos proches et de tous ceux qu'on fréquente. Donc, se faire un espèce de grand silence bienveillant à l'intérieur.